Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui, on vous a réservé une émission spéciale, 16 minutes entièrement consacrée à la robotisation. C'est tout de suite et c'est sur le web. Alors, vous ne le savez peut-être pas encore, mais les robots sont tout autour de nous et il semblerait qu'ils soient de plus en plus présents et de plus en plus nombreux dans les années à venir. Dans vos maisons, dans vos bureaux, vous trouverez très prochainement des machines intelligentes, des lampes connectées, des exosquelettes ou encore des robots construits à votre image. Depuis que Google a racheté Boston Dynamics, c'est clair, les robots, c'est le futur. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Laumont. Vous êtes roboticien reconnu dans le monde entier. Vous avez participé à la conférence digitale DLD à Tel Aviv et lors du festival Utopia, vous avez fait le point sur les enjeux de cette future robotisation de la société. Alors pourquoi ces robots qui s'invitent dans la société humaine sont aujourd'hui un des principaux sujets d'actualité ? Il est d'actualité pour la raison suivante, c'est-à-dire que la dernière moitié du siècle dernier a été dominée par la révolution informatique, c'est-à-dire par les progrès qui ont été faits par les ordinateurs, par le traitement de l'information. C'est à ce moment-là que se sont préparés Internet et tout ce qui donne aujourd'hui l'impact sur la société humaine avec les réseaux, etc. Donc ça, c'est principalement l'informatique qui a apporté ça, ce qu'on appelle le traitement de l'information et de la communication. Aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, et ça c'est nouveau, ce sont des objets qui bougent. C'est-à-dire que vous pouvez acheter maintenant des aspirateurs automatiques. Vous savez que bien sûr que votre voiture est fabriquée par des robots. Eh bien, je pense que de plus en plus notre quotidien, c'est-à-dire chez vous, pour l'instant les robots étaient confinés dans des usines. Maintenant, vous pouvez en acheter, encore une fois, je prenais l'exemple des robots aspirateurs, et de plus en plus, vous allez avoir des machines automatiques qui vont partager votre quotidien. Et ça va complètement changer. Il y a vraiment un boom, si je peux dire. Il y a beaucoup d'espoir et d'opportunités qui sont offertes par le fait que ces machines-là vont partager votre quotidien. Donc c'est parfaitement légitime de se poser la question, est-ce qu'il va y avoir la même révolution, les mêmes changements profonds que ceux qu'a créé l'informatique? Et j'en suis convaincu, la robotique va produire des effets analogues. Puisqu'on parle de questions, est-ce que les personnes qui fabriquent ces robots doivent se poser des questions philosophiques et culturelles et surtout, est-ce qu'elles le font ? Ça, je dirais qu'il vaut mieux. Je veux dire, toute personne a le devoir d'être un citoyen ou une citoyenne et donc s'interroger sur son activité et sur la valeur qu'apporte son activité. Donc oui, c'est une question qui est tout à fait générale. Les roboticiens, effectivement, se posent les questions des usages qui vont être faits des technologies qu'ils développent. J'aimerais qu'on parle aussi de ces robots bientôt présents tout autour de nous. Combien de temps faudra-t-il avant qu'ils fassent partie intégrante de notre quotidien ? J'ai envie de vous répondre qu'ils sont déjà là. Vous partagez votre quotidien avec des machines automatiques. Ça ne va rien changer à votre quotidien. Vous vous êtes pas rendu compte que petit à petit, vous n'arrêtez pas de côtoyer des machines automatiques. Je vais prendre des exemples très simples et je ne vais pas dire qu'un ascenseur est un robot, mais vous prenez bien une machine automatique pour monter 2 étages. Vous prenez des trains qui sont des trains sans conducteur, des métros qui sont sans chauffeur. Vous achetez, je reprends cet exemple-là, un aspirateur automatisé qui est capable de nettoyer votre appartement sans aucune intervention. Donc c'est pas quand est-ce que c'est pas à quel moment ça va arriver, c'est déjà arrivé. Et ça arrive d'une manière progressive. Il n'y aura pas une date, je ne peux pas vous dire, dans 5 ans, il va y avoir une rupture. Parce que cette rupture, elle a déjà commencé, elle est en train de se faire. Jean-Paul, on reste ensemble. Dans un instant, on va creuser le sujet un peu plus en profondeur. Mais tout de suite, je propose à nos téléspectateurs de découvrir un extrait d'une vidéo spéciale robot. On y voit Guy Hoffman, un passionné de l'interaction entre les êtres humains et les robots. Il nous présente TEDx, une vidéo qui a récolté plus d'1,5 million de vues. On regarde.
Et je me suis dit, pourquoi ne pas appliquer ce que j'ai appris en école d'animation pour l'utiliser sur ma lampe robot? Donc j'ai refait son design plan par plan pour rendre ce robot le plus gracieux et engageant possible. Là, vous le voyez interagir avec moi sur mon bureau alors que je suis en train de refaire son design. Là, je suis en train de prendre des notes sur lui. Il est donc en train de creuser sa propre tombe en m'aidant. Mais je voulais moins me focaliser sur la structure mécanique, me fournissant de la lumière, et plus sur l'aide silencieuse, le rendre toujours là quand vous en avez besoin, sans interférer. Et quand par exemple je cherche une batterie que je ne peux pas trouver, il va soudainement me montrer où est la batterie. Vous pouvez voir ma confusion ici, et je ne suis pas un acteur. Et je veux que vous sachiez que cette même structure mécanique peut par la même façon se mouvoir, paraître gentille et soucieuse, et dans d'autres situations paraître violente et conflictuelle. Alors les robots sont-ils nos amis? La peur des robots est-elle rationnelle? Jean-Paul, comment construire un robot avec qui on a envie de communiquer sans avoir peur? Je pense que c'est une question de design. D'abord, si vous voulez avoir un robot, autant qu'il ait une forme qui soit agréable, qui soit sympathique. Ensuite, il va y avoir ses mouvements, ses comportements. Si je prenais l'exemple dans ma conférence de gestes de bienveillance, si je vous fais un signe comme ça, vous voyez que c'est un signe qui est très doux. Si je commence à me mettre comme ça, vous voyez que ça va être beaucoup plus violent. Et donc ça, ce sont des mouvements qui vont pouvoir être programmés sur le robot. Et donc, il est inutile de programmer des comportements agressifs. Il vaut mieux programmer des comportements qui vont être interprétés comme bienveillants. Alors, si certains gestes sont amicaux, pourquoi toute cette polémique autour des robots? Pourquoi certains pensent qu'ils finiront par nous détruire? Oh, ben ça, c'est pas moi qui pose la polémique. Hein. Je ne peux pas répondre à cette question, dans le sens de c'est prêter au robot une intention de destruction, ce qui est complètement absurde. Le robot, c'est une machine, c'est une caisse à savon. Pourquoi on ne se pose pas la question de comment les caisses à savon vont détruire l'humanité? C'est du même ordre. Et on parle maintenant de Jimmy, lui aussi, c'est un robot, un projet qui vise à nous rapprocher d'un futur dans lequel les copains de Jimmy seraient finalement présents dans tous les foyers du monde. Pour se procurer Jimmy, c'est très simple, il vous suffit d'une imprimante 3D. La technologie ne finit pas de nous impressionner, regardez. L'idée avec le robot du 21e siècle est de rassembler le plus de personnes possible pour qu'elles imaginent des robots. C'est la première chose. Imaginez qui est votre robot, quel est le nom de votre robot, que voulez-vous que votre robot fasse et alors dessiner, construire et programmer ce robot. On donne donc carte blanche. Cela permet aux utilisateurs au sein de la communauté et même au-delà de créer leur propre design sur cette base. Si vous n'aimez pas la tête de ce design, vous pouvez la changer. Et quand vous la changez, l'idée est de vous faire revenir à la communauté. Ce robot est vraiment un jouet. Ce robot est vraiment un jouet cher si vous ne maîtrisez pas le logiciel qui est relié. Et donc vous pouvez utiliser ce logiciel pour créer les mouvements du robot et les actions qu'il pourra effectuer. Il y a donc plusieurs utilisations possibles, il n'y a pas qu'un seul design fixe. Imaginez votre robot aujourd'hui, dessinez-le demain. Alors on a vu Jimmy construit avec 2 bras et 2 jambes. Jean-Paul, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'acharne à vouloir construire des robots anthropomorphiques? Oui, ça c'est une question intéressante. Ma réponse est la suivante. Si vous voulez faire un robot doit être utile pour effectuer un certain nombre de tâches. Donc quand on fait un robot manipulateur dans l'industrie manufacturière, c'est pour peindre une voiture, c'est pour la souder. Donc ça ressemble absolument pas à une forme humaine, excepté le fait que le bras a quand même un vague rapport avec ce qu'est un bras humain. C'est un robot fait avec un seul bras. Bien. Mais en tous les cas, on ne peut pas l'identifier à un homme. Mais maintenant, si vous voulez faire une machine un tant soit peu universelle, par exemple, qui aille vous chercher
une canette dans un réfrigérateur, qui est l'exemple classique qu'on prend, on peut très bien le concevoir à roues, avec des roues. C'est-à-dire ça va être un bras manipulateur capable d'ouvrir la porte d'un réfrigérateur et qui va se déplacer sur des roues. Mais si votre appartement comporte une ou deux marches d'escalier, pourquoi pas? Un robot à roues ne pourra pas les franchir. Donc en plus du bras manipulateur, il faudra lui donner un système de locomotion qui lui permette de franchir des marches. Ça ne peut pas être des roues et très naturellement vient des jambes. Hein. Alors en fait, si vous poussez le raisonnement très loin, tout notre environnement est taillé, a été conçu par le fait que nous avons une certaine forme. Et cette forme, c'est une forme anthropomorphe. Si je suis assis sur cette chaise-là, c'est parce que je suis un bipède. Si j'étais un serpent, je n'aurais pas besoin de m'asseoir sur une chaise. Donc si on a créé des chaises, c'est du fait que nous sommes des bipèdes. Donc notre environnement est taillé à notre forme anthropomorphe. Si on veut concevoir des machines qui soient suffisamment générales pour faire une grande variété de tâches dans les environnements que nous avons conçus, eh bien la forme anthropomorphe arrive assez naturellement. Donc on peut quand même dire que les robots nous ressemblent, hein, et certains d'ailleurs auraient peur d'être remplacés par ces robots. C'est le cas d'ailleurs des ouvriers. Vous disiez en début d'émission que les voitures étaient construites grâce à des robots. Alors pourquoi cette peur? Explication en images. Baxter est aujourd'hui l'ordinateur des années 80. Ce n'est pas la fin ultime, mais le début. Même si Baxter est lent, son coût horaire, c'est quelques centimes pour l'électricité, quand ses concurrents en chair et en os coûtent un salaire minimum. Sa vitesse vaut le coup car il revient 100 fois moins cher. Et quand Baxter n'est pas aussi intelligent que certaines autres choses dont nous allons parler, il est suffisamment intelligent pour détruire beaucoup d'emplois à faible qualification. Et nous avons déjà vu comment des robots plus idiots que Baxter ont déjà détruit des emplois. Dans les nouveaux supermarchés, il y a un seul humain au lieu de 30 pour superviser 30 caisses automatiques. Et concernant les centaines de milliers de baristas et employés dans le monde, il y a un robot barista qui arrive pour eux. Donc peut-être que votre type vous prépare un double mocha ou autre parfaitement et que vous ne ferez confiance à personne d'autre. Mais des millions de personnes s'en fichent et veulent juste une tasse de café décente. Oh, et au passage, ce robot est en réalité un réseau géant de robots qui sait qui vous êtes et comment vous aimez votre café où que vous soyez. Alors, on l'a vu, hein, les robots peuvent donc remplacer certaines personnes au travail. Quel est le principal problème moral aujourd'hui que peuvent se poser ces constructeurs de robots? C'est le problème des usages. Je pense qu'un des problèmes critiques est les applications robotiques dans le domaine militaire. Ça, c'est clair que ces machines-là, c'est ce que je disais, hein, dans la conférence, il y a des machines pour améliorer le bien-être, il y a des machines qui vont pouvoir fournir des armes d'une extrême sophistication. Il n'y a pas de machine pour la paix. Alors, quelles sont les limites de la robotisation? Quel est le futur réservé à l'ingénierie robotique? C'est les questions auxquelles nous allons répondre tout de suite. Jean-Paul, je me tourne de nouveau vers vous. Selon vous, quel est le domaine de prédilection des robots? Aujourd'hui, si vous regardez les grands projets européens qui structurent les recherches et développements de la robotique, au moins en Europe, mais c'est vraiment un domaine là, c'est essentiellement le domaine manufacturier, mais on va faire en sorte que les robots sortent des cages dans lesquelles on a l'habitude de les voir dans l'industrie automobile. Ça va être des robots qui vont partager le quotidien dans des usines, donc ce qu'on appelle l'usine du futur. Quelle va être l'usine du futur? Là, il y a des grands programmes européens qui sont lancés là-dedans et qui sont parfaitement en phase avec des programmes américains comme les grands challenges d'ARPA, où il s'agit de faire des robots humanoïdes capables d'intervenir en milieu extrême. Donc voilà, c'est les grands champs, c'est l'usine du futur, les milieux extrêmes. Et bien sûr, il y a la robotique de service qui va, la robotique de service, là je fais référence à nouveau au petit aspirateur automatisé, où vous allez avoir de plus en plus des objets qui partagent votre quotidien.
Alors on a compris, hein, les robots s'inviteraient dans ces usines du futur. Alors dans quel domaine les robots auraient-ils du mal à s'inviter ? Vous voyez certains progrès absolument fantastiques qui sont faits en robotique médicale, en exploration planétaire, dans les fonds sous-marins. Il y a très peu de champs qui échappent aux possibles applications de la robotique. Eh bien, merci pour toutes ces explications, Jean-Paul Laumon. C'est la fin de cette émission spéciale robot. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Ne zappez surtout pas, l'information continue sur i24 News. Et nous, on se quitte en images avec un duel de taille, une partie de tennis de table qui oppose Kuka, le robot, au pongiste allemand Timo Boll. Quand une machine s'oppose à un homme, regardez ce que ça donne.